Grand angle consacré justement à ce qui se passe en ce moment en Syrie. On va tenter d'y voir plus clair avec notamment vous, Ziad Majed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur à l'Université américaine de Paris et vous êtes l'auteur du livre Syrie, la révolution orpheline, édition Actes Sud. Avec nous également Mathilde Chapuis, bonsoir. Soyez les bienvenus. Vous êtes allé à la rencontre des réfugiés syriens, notamment sur la rive turque du fleuve Meric. Vous en avez tiré votre premier roman, il a pour titre Nafar, c'est aux éditions Liana Lévy. Ziad Majed, vous avez aussi coécrit un livre, Dans la tête de Bachar al-Assad. Dites-nous, que se passe-t-il dans la tête de Bachar al-Assad aujourd'hui? Pourquoi accepte-t-il de déployer son armée aux côtés, fait inédit, des Kurdes? Oui, en fait, Bachar al-Assad a toujours été dans la volonté de récupérer tout le terrain de la Syrie pour réinstaller le même système, la même dictature qu'il a hérité déjà de son père. Et après avoir commis une série de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, il n'a jamais perdu espoir, grâce notamment à l'appui russe et iranien, de reconquérir tout le territoire. Par rapport aux Kurdes qui avaient imposé à partir de 2013-2014 leur autonomie dans le nord-est du pays, l'accord qui a eu lieu est un accord qui a été probablement facilité par les Russes et les Iraniens qui veulent que Assad devienne un acteur aussi dans cette région importante. Et il y a eu une réunion dans la base militaire russe de Hmaïmim entre les représentants kurdes et Assad. Cela aussi a eu lieu 2 jours après que son député ministre des Affaires étrangères a traité les Kurdes de traîtres qui voulaient diviser la Syrie. Donc après les avoir humiliés politiquement, il est en train aujourd'hui de leur dire « Je suis votre seule option face au danger existentiel turc ». Ouais, un compromis douloureux pour les Kurdes de Syrie. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce soir si l'armée syrienne va s'arrêter au seuil de ce qu'on appelle la zone tampon, ou est-ce qu'elle va essayer de reprendre l'intégrité de ce territoire et du coup affronter militairement l'armée turque? Alors, ce territoire, il y a premièrement l'Est du pays qui n'est pas concerné par toutes les opérations militaires, où il y a toujours des troupes américaines et où les Américains veulent à tout prix contrôler la zone parce que c'est la frontière irakienne. Ils ne veulent pas que les Iraniens, à travers le régime, soient là-bas. Puis il y a le nord-est. Alors, dans ce nord-est, il y a toujours eu une présence du régime syrien, un peu symbolique, mais en accord avec les milices kurdes, dans la ville de Hasaka et dans la ville de Qamishli. C'est là-bas où maintenant les forces du régime se déploient de nouveau, donc en grignotant sur le terrain que contrôlaient les Kurdes et en affaiblissant leur autonomie. Mais c'est surtout sur l'axe Menbej-Kobani où l'armée syrienne essaye de progresser. Si jamais il va y avoir affrontement avec l'armée turque, c'est qu'il n'y a pas eu un accord. Sinon, c'est que les Russes ont réussi à convaincre les Turcs à laisser l'armée du régime prendre cette zone-là afin d'éloigner les Kurdes et d'éviter des combats. Mais cela n'est pas sûr parce que les Turcs aussi, paraît-il, avec l'opposition syrienne, ont mobilisé les troupes sur ce même axe qui mène à la frontière dans le nord. Alors, Mathilde Chapuis, pas de géopolitique vous concernant, mais plutôt un premier roman qui s'appelle Nafar. Alors, disons-le clairement, vous étiez prévu dans la première partie de ce journal, mais on a préféré vous mettre dans ce grand angle pour une bonne et simple raison. Il y a un mot qu'on entend beaucoup aussi dans ce conflit depuis l'offensive de la Turquie il y a 6 jours, c'est le mot réfugié. D'un côté, ceux qui critiquent Recep Tayyip Erdogan en disant il fait du chantage, en disant si vous me critiquez trop, moi je vais ouvrir les vannes et vous aurez une déferlante de réfugiés, comme s'ils allaient envahir l'Europe. On entend aussi dire que Recep Tayyip Erdogan est intervenu pour instaurer une zone tampon pour mettre précisément ces réfugiés. Ça vous désole, ça vous choque d'entendre parler ainsi de celles et ceux que vous avez rencontrés? Oui, bien sûr, parce que moi j'ai pris le parti inverse, c'est-à-dire de ne pas parler de ces exilés comme d'une masse ou d'un nombre, mais sous l'angle du vécu, d'une expérience, et d'une expérience très douloureuse. Et donc mon texte présente la lutte d'un exilé syrien qui cherche à traverser en 2 nuits et 1 jour la frontière turco-grecque, enfin de la Turquie à la Grèce. Donc la traversée par ce fleuve, le Meric. Le Meric, donc le fleuve qui dessine la frontière entre la Turquie et la Grèce. Et oui, bien sûr, c'est toujours désolant, mais c'est pas non plus la première fois, c'est pas non plus étonnant de voir qu'on parle d'individus, de vie, comme s'il s'agissait d'une marchandise ou d'une matière malléable. Alors la narratrice suit justement l'un de ces migrants. Tiens, d'ailleurs, on va parler de leurs conditions, mais vous ne prononcez pas le mot migrant, mais plutôt Nafar, c'est le titre de votre roman. Un mot arabe, que veut-il dire? Oui, alors en fait...
un des enjeux de ce récit aussi, c'était de questionner le lexique habituel quand on parle d'exil et de migration. Et ce mot de migrant me pose problème, en fait. On utilise migrant comme si ça constituait l'essence des personnes qu'on désignait comme telles, alors qu'en réalité, on devrait être migrant que d'un lieu à un autre et pas migrant, point, c'est tout. Et donc, je ne veux pas remplacer migrant par le mot nafar, mais simplement interroger ces termes. Et donc nafar, oui, c'est un terme arabe qui au départ signifiait soit un groupe de personnes, soit quitter un lieu pour un autre. Mais quand j'étais en Turquie il y a quelques années, les passeurs qui organisaient les traversées de ces clandestins vers la Grèce ou vers l'Europe utilisaient ce terme pour désigner leurs passagers comme une marchandise globale, si vous voulez. Comme des éléments dont il niait en quelque sorte l'humanité. On connaît la route maritime par la Méditerranée qui est particulièrement meurtrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conditions de ces réfugiés qui tentent, au péril de leur vie, de traverser ce fleuve qui est symbolique, puisque, vous l'avez dit, frontière entre la Turquie et la Grèce, mais aussi entre l'Europe et donc l'Asie? Oui, alors je ne sais pas ce qu'il en est exactement aujourd'hui, mais pendant la période où vous y étiez, où j'y étais entre 2013 et 2015, c'était une voie qui était empruntée parce que perçue comme moins dangereuse que les voies méditerranéennes. Parce que bon, il suffit de traverser un fleuve, donc ça paraît moins dangereux, une étendue d'eau moins étendue. Et donc il y a ce fleuve qui est assez large en fait et qui a un débit assez inconstant et que les gens traversent soit par groupe, parfois en petite barque ou dans le bateau gonflable, soit à la nage. Soit de manière individuelle à la nage. Ziad Majed, sur cette question des réfugiés, est-ce la raison pour laquelle Recep Tayyip Erdogan, le président turc, est intervenu pour mettre les réfugiés dans cette zone tampon ou pour éviter toute autonomie kurde? Non, certainement pour éviter l'autonomie kurde. La question kurde est une obsession turque depuis la fin de la Première Guerre mondiale et l'émergence des États-nations dans la région. Donc il y a aussi des récits de guerre de nationalisme. Le nationalisme turc, d'ailleurs, s'est construit face au nationalisme des minorités en Turquie et l'héritage ottoman. Et les Kurdes ont été les grands perdants de cette histoire de la fin de la Première Guerre mondiale, puisqu'ils n'ont pas eu un État. Et les régimes, que ce soit en Syrie, en Irak, en Turquie ou en Iran, n'ont que rarement respecté les droits culturels et politiques des Kurdes. Donc pour la Turquie, la question de l'autonomie kurde est la question principale pour l'intervention. Mais pour rendre cette intervention acceptée, entre guillemets, au niveau international, et surtout pour parler à son public à l'intérieur, puisque ce n'est pas seulement les gens qui soutiennent Erdogan qui sont aujourd'hui avec cette opération militaire, mais même les laïcs républicains turcs opposés à Erdogan ne veulent pas parler d'autonomie et de nationalisme kurde, donc ils le soutiennent dans son invasion en Syrie. Il utilise la question de replacer les réfugiés syriens, qui sont 3,6 millions en Turquie. C'est là où il y a le plus, à peu près 50%, plus de 50% même, des réfugiés syriens sont en Turquie. Il évoque 2 millions qui vont être rapatriés et installés dans cette zone, mais je ne pense pas que cela est possible non plus. C'est juste pour un marketing politique, si vous voulez. Vous avez écrit La Révolution orpheline. Les Kurdes aujourd'hui sont orphelins des États-Unis. Parlons de l'Europe qui, jadis, avait une puissance dans la région, au Proche et au Moyen-Orient, notamment la France. Premier consulat à Alep, consulat français en Syrie. Comment expliquez-vous, malgré les condamnations, malgré ce soir visiblement des mesures de rétorsion économique, comment expliquez-vous cette perte de vitesse de l'Europe? On sent toute une impuissance, est-ce votre sentiment? Oui, malheureusement, l'Europe, depuis quelques années, n'est plus en mesure d'imposer des agendas ou de trouver parfois des compromis et des solutions politiques à plusieurs conflits. La question des réfugiés, par exemple, ce n'est pas seulement du côté turc qu'on utilise les réfugiés comme marchandises, c'est aussi du côté européen. C'est-à-dire l'Union européenne paye de l'argent aux Turcs pour qu'ils gardent les réfugiés. C'est eux aussi qui ont considéré que ces êtres humains, ces individus, ces nafars, sont juste un groupe à tout prix qu'il faut éloigner et la mer Méditerranée devient presque une fosse commune aujourd'hui avec les milliers de gens qui meurent en essayant de la traverser. Donc l'Europe a perdu en Syrie parce qu'elle a été inactive aussi depuis le début de ce conflit.
et bien avant l'émergence de l'État islamique, bien avant l'autonomie kurde, il y a eu tellement de massacres et personne n'a bougé. Puis avec l'intervention militaire russe, précédée par une intervention militaire américaine contre Daesh et les Russes pour sauver les régimes, les Iraniens et tout, ce sont les acteurs sur le terrain qui décident et l'Europe ne fait pas partie de ces acteurs. En plus, la Turquie a certainement négocié son opération militaire. Elle a eu un aval russe et un aval américain, indirect ou direct, mais ils ont compris qu'ils peuvent y aller et qu'ils peuvent jouer sur les contradictions et sur l'absence européenne. Mathilde Chappuis, votre roman nous le rappelle, hein, votre roman se déroule entre 2011 et 2015. C'est un conflit qui que les manifestations pacifiques ont débuté en Syrie avant de virer à la guerre civile. Vous nous emmenez au plus près, au fond des obsessions de ces réfugiés. La question, c'est que faire de notre avenir aussi, rentrer ou pas dans notre pays? Oui, enfin, la question de mon livre, c'est quand même comment arriver ailleurs, comment arriver dans un lieu... Comment quitter les bombes? Comment quitter les bombes, comment, surtout là, enfin, le moment de mon récit, c'est comment quitter ce lieu de transit, parce que le personnage principal se trouve en Turquie, la vie en Turquie n'est pas celle qu'il cherche, il est toléré sur le territoire, mais il n'a pas la possibilité d'asseoir une nouvelle vie, et donc surtout sa priorité, c'est de quitter cette situation de transit. Maintenant, pendant la période où j'étais en Turquie, les exilés syriens que j'ai rencontrés avaient le désir de retourner en Syrie et ils étaient presque tous persuadés que la guerre allait s'achever sous peu. Ben, c'est pas le cas et les Syriens que je fréquente encore aujourd'hui n'ont plus cet espoir de retourner dans leur pays et ceux qui ont eu la chance de pouvoir obtenir l'asile dans des pays d'Europe occidentale essaient au maximum de se donner pour asseoir cette nouvelle existence. Ziad Majed, vous l'avez dit, la Russie, maître du jeu, si l'on peut dire, de ce conflit. Que peut-il se passer maintenant? La Turquie va-t-elle en rester là? Va-t-elle poursuivre son avantage en sachant maintenant qu'elle fait face aussi à l'armée régulière d'un pays souverain qu'elle a décidé d'envahir? Oui. Alors, ni la Turquie, ni la Russie, ni l'Iran, ni la communauté internationale considèrent que l'armée du régime est une armée souveraine qui représente un État. L'État lui-même est sous occupation. Et cette armée-là représente une partie des Syriens et non plus la majorité des Syriens qui la voient une armée d'assassins et de meurtriers. Mais au niveau des questions du droit international, c'est vrai que les Turcs ont un problème majeur aujourd'hui. Ils négocient avec les forces sur le terrain, les Russes et les Américains, notamment à l'Est et le Nord-Est, quelles sont les lignes qu'ils pourront contrôler et quelles sont les lignes qu'ils ne pourront pas franchir. Il se peut qu'un accord avec le régime Assad sur la ligne Menbej-Kobani soit respecté des deux côtés, mais pour Ras El Ain, pour Tal Abyad, je pense que les Turcs sont déterminés à contrôler ces zones-là et à peut-être montrer que l'opposition syrienne, qu'il aurait une partie de l'opposition qui suit leurs ordres d'ailleurs, va contrôler cette zone-là afin de remodifier un peu la configuration du territoire. Les Kurdes vont être repoussés, les milices kurdes, un peu vers le sud, mais ils ne vont pas perdre non plus tout le territoire qu'ils contrôlent aujourd'hui. Et ils ont des droits légitimes, mais il faut dire aussi que dans cette zone, les populations ne sont pas uniquement kurdes, ils sont à moitié, voire plus de la moitié arabes syriennes. Merci beaucoup Ziad Majed d'avoir été notre invité, de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Merci également Mathilde Chappuis. Je rappelle le titre de votre roman Nafar, c'est aux éditions Liana Lévy. Merci à tous les deux. Merci.